Vous écoutez Réal Réel, saison 1, épisode spécial numéro 2, débrief du palmarès de Cannes 2025. Réal Réel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial numéro 2 de Réal Réel qui est consacré aujourd'hui au débrief et au décryptage du palmarès du 78e Festival de Cannes qui s'est déroulé du 13 au 24 mai 2025 sur la Croisette à Cannes comme à son habitude. L'occasion pour moi de vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mon épisode spécial numéro 1 consacré à la présentation et au décryptage de la sélection cannoise. Vous avez fait exploser les statistiques et je vous en remercie chaleureusement puisque j'ai l'impression que le format vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je le poursuive chaque année et si vous voulez que je le décline pour d'autres festivals importants. Je pense notamment à Venise ou à Berlin, peut-être même Locarno. À vous de me dire. Je vous attends donc en commentaire ou par mail. Je vous le rappelle, mon mail de contact, réal au pluriel, podcast, tout attaché @gmail.com. J'attends donc vos messages. Merci d'avance. Alors, nous commençons aujourd'hui ce débrief de la compétition cannoise un peu à rebours de la manière dont il est annoncé, c'est-à-dire que je vais commencer par vous parler de prix qui sont décernés en parallèle et en marge de la compétition et qui concernent les différentes sections, y compris les sections parallèles. Le premier, et pas des moindres, c'est une palme, mais pas n'importe laquelle, la Palme Dog, qui, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas déjà, récompense la performance d'un chien au sein d'un des films présentés à Cannes. Et cette année, le lauréat de la Palme Dog est le berger islandais qui incarne Panda dans le film L'amour qu'il nous reste d'Ilnur Pálmason, qui était présenté en section Cannes première, un film qui suit une famille dont les parents se séparent. Petite anecdote plutôt amusante, le chien ne pouvant être présent, c'est un sosie canin qui a reçu le prix, berger islandais qui a donc fièrement reçu un collier et un bandana rouge éclatant. À noter aussi que le jury de la Palme Dog a décidé de décerner un grand prix du jury au film Sirat d'Oliver Lax qui était présenté en compétition pour la prestation posthume de l'actrice canine Pippa qui malheureusement est décédée depuis le tournage. Et si cela vous semble étrange, sachez que ce prix est vraiment sérieux. C'est un prix indépendant qui est remis durant le Festival de Cannes depuis 2001 et qui vient couronner la meilleure performance canine sur grand écran. On passe à un tout autre prix indépendant qui est remis. J'ai nommé le prix de la Queer Palm, qui récompense donc le meilleur long-métrage queer dans toutes les sélections, c'est-à-dire autant la compétition, les sélections officielles que les sélections parallèles. Le jury était présidé cette année par le cinéaste français Christophe Honoré et il a décerné son prix à La Petite Dernière de Afzia Herzi qui était présentée, je vous le rappelle, en compétition officielle et dont je vous rappelle le synopsis. Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille et de ses traditions. Une Queer Palm donc qui vient récompenser un film très remarqué en compétition, basé sur le roman autobiographique de Fatima Das. Passons à un autre prix indépendant remis en marge de la sélection officielle. L'Œil d'Or est un prix du documentaire décerné chaque année au Festival de Cannes. Il a été créé en 2015 par la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, sur l'initiative de son ancienne présidente, réalisatrice Julie Bertuccelli, avec la collaboration du délégué général du festival Thierry Frémaux, et en partenariat avec l'INA, Institut national de l'audiovisuel.
Ce prix vient donc récompenser le meilleur documentaire présenté au Festival de Cannes, toutes sections confondues, c'est-à-dire sélection officielle, un certain regard, Cannes classique, quinzaine des réalisateurs, semaine de la critique, séance spéciale, séance hors compétition, court et long métrage, et le lauréat du jury, présidé cette année par Julie Gaillet, et le film Imago de Denis Oumar Pitsaef, un film tchétchène présenté en sélection officielle de la semaine de la critique. Un long métrage qui relate l'histoire suivante. Denis est le nouveau propriétaire d'un petit lopin de terre dans une vallée isolée en Géorgie, à la frontière de la Tchétchénie, dont il est exilé depuis l'enfance. Il débarque là-bas et projette d'y construire une maison qui tranche drôlement avec les coutumes locales, un fantasme qui ravive ses souvenirs et ceux de son clan déraciné, qui pourtant ne rêve que d'une chose, le marier. Imago est un film documentaire à tiroir, complexe, fin, subtil, sur la transmission, l'héritage, la paternité, l'identité, les identités. Il s'agit là du premier film tchétchène à être présenté à Cannes. C'est un documentaire qui a été accueilli très chaleureusement, souvent qualifié de bouleversant, avec des personnages qui portent en eux des pans entiers de l'histoire, des blessures, des espoirs, des souffrances et des rêves. Bref, un portrait humain et humaniste qui a touché droit au cœur les membres du jury de l'Œil d'Or. À noter également qu'un prix spécial du jury pour les 10 ans de l'Œil d'Or a été décerné au documentaire de Gene Jarecki de $6 Billion Man, un portrait du lanceur d'alerte Julian Assange, qui était présenté hors compétition au festival. Et enfin, un autre prix indépendant qui est décerné, lui, par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, avec le soutien de ses partenaires. Il s'agit d'un prix qui vient récompenser la qualité des gestes techniques de leurs lauréats au service de la vision défendue par la mise en scène. Il y a 2 prix qui sont décernés, le prix CST de l'artiste technicien de l'année et le prix CST de la jeune technicienne de cinéma. Et cette année, le prix CST de l'artiste technicien a été remis à Ruben Impens, directeur de la photographie, et à Stéphane Thiebaud, mixeur, sur le film Alpha, réalisé par Julia Ducournau. Un prix qui a été décerné, je cite les mots du jury, pour la puissance de la créativité à l'image et au son de ces 2 techniciens dans le film Alpha, donc de Julia Ducournau. Le jury cette année était constitué à parité de Caroline Champetier, directrice de la photographie, Johan Goujon, acteur, metteur en scène et auteur, Nadine Muse, chef monteuse-son, et Guillaume Siama, chef opérateur du son. Ce prix CST de l'artiste technicien a été créé en 1951. Il est anciennement appelé Grand Prix technique et consacre la contribution exceptionnelle d'un collaborateur artistique à une œuvre cinématographique. Comme je vous le disais, le prix CST de la jeune technicienne de cinéma, lui, est un autre prix qui est remis par la CST. Il a été créé en 2021 et il œuvre pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'industrie du cinéma et affirme la volonté de la CST de donner de la visibilité au travail cinématographique de qualité que produisent chaque année des jeunes techniciennes. Le jury cette année était constitué de Françoise Noyon, directrice de la photographie, et de Rémi Jacquelin, directeur de l'école de cinéma ESEC. Et cette année, le prix CST de la jeune technicienne de cinéma a été décerné à Éponine Momenceau, chef opératrice image du film Connemara, réalisé par Alex Lutz, qui était présenté en section Cannes Première cette année. Pour information, Éponine Momenceau était connue pour avoir signé l'image de Dipan de Jacques Audiard, qui avait reçu, je vous le rappelle, la Palme d'Or, il me semble, en 2015, si je ne m'abuse. Dirigeons-nous maintenant vers les sections parallèles. On commence donc par la semaine de la critique, qui, je vous le rappelle, est une section parallèle consacrée au premier et second film, et qui s'est achevée ce mercredi 21 mai, avec le verdict de son jury, présidé par le cinéaste Rodrigo Sorogoyen. Et le Grand Prix cette année de la semaine de la critique a été décerné au film A Useful Ghost, un fantôme utile, du cinéaste thaïlandais Ratchapum Boonbunchachoke, un film dont je vous avais parlé dans l'épisode spécial numéro 1 et qui est constitué une de mes plus grosses attentes de cette sélection. Une comédie noire fantastique donc qui a bouleversé la croisette. Un film dont le synopsis est le suivant. Après la mort tragique de Nat, victime de pollution à la poussière,
March sombre dans le deuil, mais son quotidien bascule lorsqu'il découvre que l'esprit de sa femme s'est réincarné dans un aspirateur. Bien qu'absurde, leur lien renaît, plus fort que jamais, mais loin de faire l'unanimité. Sa famille, déjà hantée par un ancien accident d'ouvrier, rejette cette relation surnaturelle. Tentant de les convaincre de leur amour, Nad se propose de nettoyer l'usine pour prouver qu'elle est un fantôme utile, quitte à faire le ménage parmi les âmes errantes. Au rang des autres lauréats, le prix French Touch du jury, qui s'agit donc d'un prix du jury, a été décerné une nouvelle fois au documentaire Imago de Denis Oumar Pizzaeff, qui a été lauréat de l'Œil d'Or et dont je vous ai parlé juste avant. Le prix de la Fondation Louis Roederer, consacré à la meilleure performance d'acteur, a été lui décerné à Théodore Pellerin, acteur d'origine québécoise qui incarnait le rôle principal du film Nino de Pauline Loquès. Un drame bouleversant qui se concentre sur un jeune homme atteint d'un cancer de la gorge et qui doit faire face à cette sombre nouvelle et l'annoncer à sa famille. S'ensuit une déambulation dans les rues parisiennes. Un long métrage qui a été très remarqué. Théodore Pellerin avait lui aussi été remarqué précédemment dans la série Becoming Karl Lagerfeld, diffusée sur Disney+, où il incarnait le rôle de Jacques de Bacher. Voici donc son talent récompensé dans ce film très touchant que j'ai hâte de découvrir et qui s'intitule donc, je vous le rappelle, Nino, un film de Pauline Loquès. On continue notre parcours dans ce palmarès de la Semaine de la Critique avec le prix Fondation Gann à la diffusion. Le pacte distributeur français a choisi de récompenser le film Left-Handed Girl de Shi Ching-tsu, un premier film par une des plus proches collaboratrices de Sean Baker. Voici le synopsis de Left-Handed Girl. Une mère célibataire et ses 2 filles arrivent à Taipei pour ouvrir une petite cantine au cœur d'un marché nocturne de la capitale taïwanaise. Chacune d'entre elles doit trouver un moyen de s'adapter à cette nouvelle vie et réussir à maintenir l'unité familiale. Notons donc qu'au scénario de ce film, nous retrouvons donc la réalisatrice Shi Ching-tsu, mais également Sean Baker, le réalisateur palmé avec Anora l'année dernière, et qui est également l'auteur du montage de ce premier long métrage, qui a été très remarqué lors de sa présentation à la Semaine de la Critique, notamment pour son côté mignon, mais pas seulement, il est beaucoup plus profond qu'il en a l'air, et s'avère être au final un film vraiment poignant. Autre prix décerné par un des partenaires de la Semaine de la Critique, le prix SACD, est revenu lui aux auteurs de Ciudad sin Sueño, Guillermo Galoé et Victor Alonso Berbel. Le synopsis de ce film franco-espagnol est le suivant. Tony, un garçon rom de 15 ans, vit dans le plus grand bidonville illégal d'Europe, en périphérie de Madrid. Fier d'appartenir à sa famille de ferrailleurs, il suit son grand-père partout. Mais à mesure que leur terrain devient la proie des démolisseurs, la famille se divise. Lorsque certains choisissent de partir en ville, son grand-père, lui, refuse de quitter leur terre. Au fil des nuits, Tony doit faire un choix, s'élancer vers un avenir incertain ou s'accrocher au monde de son enfance. La Semaine de la Critique, c'est également une compétition de court-métrage et le prix Canal+ du court-métrage a été décerné cette année à Hérogenesis de Xandra Popescu, un court-métrage allemand d'une durée de 15 minutes dont le synopsis est le suivant. À la suite d'un mystérieux désastre, les rares humains survivants se retrouvent incapables de perpétuer l'espèce. Tout espoir repose sur 5 femmes qui ont mis au point une technologie capable de créer la vie humaine en dehors du corps. Mais les chercheurs ne parviennent pas à s'entendre sur le bien-fondé et les modalités de son déploiement. Faute de consensus, elles se plongent à corps perdu dans l'étude du plaisir. Il s'agit là d'un film à tendance érotique qui a particulièrement marqué par son esthétique et sa maîtrise formelle. Un autre prix est décerné, celui de la critique internationale, c'est-à-dire qui réunit un jury de critiques internationaux qui récompense dans chaque section, c'est-à-dire d'une part les sections parallèles, d'autre part la compétition, un film. Et cette année, le prix FIPRECI des sections parallèles est revenu au film de clôture de la Semaine de la Critique, le film Planète de Momoko Seto, un film particulièrement poétique et original puisqu'il s'agit d'un film sans parole qui se consacre au récit de survie de 4 akens de pissenlit dans un monde post-apocalyptique après un désastre nucléaire. Ce long métrage, coécrit par le scénariste Alain Lérac et produit par Etche Film, a trouvé là un écho formidable sur la croisette car il s'est révélé particulièrement
émouvant au-delà de son audace et de sa très très grande maîtrise formelle. Un long métrage donc impressionnant, mais qui a touché au cœur les critiques du prix FIPRESSI qui ont déclaré la chose suivante. Je cite « Nous avons choisi ce film pour son montage particulièrement réussi et l'utilisation de techniques particulières d'image qui, combinées aux techniques classiques et aux techniques d'animation moderne, et pour la puissance de son message qui n'est autre que l'amour, la rédemption et l'amitié dans les circonstances les plus difficiles. La victoire de la vie sur les forces de la mort. » Tout un programme donc, mais surtout un premier long métrage assez exceptionnel et un pitch donc très original qui donne très très envie de le découvrir en salle très bientôt. On termine ce tour du palmarès de la semaine de la critique par 2 prix indépendants et symboliques, les Rails d'or, qui sont remis par une association de cheminots cinéphiles qui s'intitule Ceux du Rail, à un long métrage et un court métrage en compétition. Dans le cadre de la semaine de la critique, ce prix est décerné depuis 1995. Et cette année, le grand Rail d'or est revenu au film Left-Handed Girl, en ce qui concerne les longs métrages, et le petit Rail d'or pour les courts métrages a été décerné à Donne Batterie de Carmel Leroy. Ainsi s'achève ce tour du palmarès de la semaine de la critique, un très beau palmarès qui vient récompenser des œuvres très originales et des premières œuvres notamment, qui ont toutes marqué par leur audace et leur maîtrise, et qui vient couronner une très belle sélection 2025 de la semaine de la critique, dirigée par Ava Cahen. Autre section parallèle, intéressons-nous désormais au palmarès de la quinzaine des cinéastes. 3 prix étaient décernés dans le cadre donc de la quinzaine. Le premier est le coup de cœur du public et qui revient cette année au film irakien, le premier film irakien présenté à Cannes, le film d'Hassan Hadi, The President's Cake, un récit qui se déroule sous Saddam Hussein, où une fillette se voit confier la tâche de confectionner un gâteau pour l'anniversaire du président, un film présenté dans le cadre des rencontres AFCAE et qui sortira sous la bannière Tandem, mais qui n'est pas encore daté dans nos salles. Je vous en reparle un petit peu plus tard, car ce n'est pas le seul prix qu'il a remporté. Le prix Europa Cinéma a lui décerné son label au cinéaste belge Valérie Carnoy, auteur de La Danse des renards. Le jury a déclaré que ce film sur le sport déjoue les clichés habituels du genre. La Danse des renards aborde avec justesse la question brûlante de l'amitié et de la fragilité masculine à l'adolescence. La performance des acteurs et actrices est d'une grande justesse, apportant force et crédibilité au film. Film qui a également obtenu le coup de cœur des auteurs et SACD, qui était représenté par Anne Villasec et Catherine Corsini, accompagnée de Delphine Glaise, qui ont déclaré que le film était porté par un regard singulier, un talent d'écriture, de mise en scène et un sens maîtrisé du cadre, un choc d'émotion, de violence, d'épuisement des corps jeunes, qui les a bouleversés et poussés littéralement dans les cordes. Une sacrée danse, ont-elles déclaré. La Danse des renards est un premier film, encore une victoire pour une première œuvre, qui ont donc marqué très fortement cette édition 2025. Pour vous en dire un peu plus sur cette fameuse Danse des renards, en voici le synopsis. Dans un internat sportif, Camille, un jeune boxeur virtuose, est sauvé in extremis d'un accident mortel par son meilleur ami Matteo. Alors que les médecins le pensent guéri, une douleur inexpliquée l'envahit peu à peu, jusqu'à remettre en question ses rêves de grandeur. On retrouve dans un des rôles principaux Samuel Kircher, frère de Paul Kircher, qui s'était lui aussi distingué par ailleurs. Tous deux fils d'Irène Jacob, la comédienne, que nous ne présentons plus, et directrice de l'Institut Lumière de Lyon. Passons maintenant au prix Un certain regard, une compétition consacrée habituellement donc à plutôt des premières œuvres, mais pas uniquement, mais qui met le focus sur les talents émergents. Une sélection 2025 qui a fait la part belle à 20 longs métrages, dont 9 premiers films. Le jury était présidé cette année par la cinéaste Molly Manning Walker, autrice du long métrage How to Have Sex, qui avait reçu le prix Un certain regard il y a 2 ans, en 2023, décerné par le président du jury de l'époque, John C. Reilly. Le grand prix de la compétition Un certain regard a été décerné cette année à un film chilien, Le mystérieux regard du flamant rose, un long métrage de Diego Céspedes, et qui raconte le récit suivant, début des années 1980, dans le désert chilien,
Lydia, 11 ans, grandit au sein d'une famille queer, flamboyante et aimante qui a trouvé refuge dans un cabaret aux abords d'une ville minière rude et poussiéreuse. Quand une mystérieuse maladie mortelle commence à se propager, une rumeur affirme qu'elle se transmet par un simple regard lorsqu'un homme tombe amoureux d'un autre. La communauté devient rapidement la cible des peurs et fantasmes collectifs. Dans ce western moderne, Lydia se lance dans une quête de vengeance dans un monde rongé par la haine et l'intolérance. Sa famille devient son unique refuge et l'amour peut être le plus grand des dangers. Vous l'aurez compris, ce film aborde l'épidémie de sida dans un récit queer à travers le point de vue d'une jeune enfant. Un film très touchant et qui a donc convaincu le jury de cette édition. Le prix du jury, lui, a été décerné au film Un Poeta de Simone Mesa Soto, un film colombien qui relate l'obsession d'Oscar Restrepo, son personnage principal, pour la poésie, qui ne lui a malheureusement pas apporté la gloire. Fantasque et vieillissant, il a succombé au cliché du poète maudit. Sa rencontre avec Yurladi, une adolescente aux origines modestes en qui il voit un potentiel grandissant, lui apporte un peu de lumière dans son quotidien, mais l'entraîner dans le monde des poètes n'est peut-être pas la meilleure voie à suivre. Le prix de la mise en scène Un certain regard est lui revenu à 2 réalisateurs, des co-réalisateurs. J'ai cité Arab et Tarzan Nasser pour Once Upon a Time in Gaza, un western là aussi, et pas n'importe lequel, un western palestinien qui se déroule en 2007 à Gaza, où Yahya, un jeune étudiant, se lie d'amitié avec Osama, un dealer charismatique au grand cœur. Ensemble, ils commencent à vendre de la drogue dans un restaurant de falafel, mais ils font alors face à un flic corrompu et à l'ego surdimensionné. Un film noir à la mise en scène musclée qui repart donc avec le prix de la mise en scène Un certain regard. Le prix du meilleur acteur est lui revenu à Frank Dillon, un acteur britannique qui incarnait le rôle principal d'un sans-abri dans le film Urchin, réalisé par Harris Dickinson, qui est, je vous le rappelle, lui-même acteur, et dont il s'agit du premier long métrage. Urchin se déroule à Londres et raconte l'histoire de Mike qui vit dans la rue et va de petits boulots en larcin jusqu'au jour où il se fait incarcérer. À sa sortie de prison, aidé par les services sociaux, il tente de reprendre sa vie en main en combattant ses vieux démons. Frank Dillon est de tous les plans de ce film et sa performance lui a donc valu ce prix du meilleur acteur. Le prix de la meilleure actrice a lui été décerné à Cleo Diarra dans O riso e a faca, Le rire et le couteau, réalisé par Pedro Pinho. Un film portugais dont le synopsis est le suivant. Sergio voyage dans une métropole d'Afrique de l'Ouest pour travailler comme ingénieur environnemental sur la construction d'une route entre le désert et la forêt. Il se lie à 2 habitants de la ville, Diarra et Guy, dans une relation intime mais déséquilibrée. Il apprend bientôt qu'un ingénieur italien, affecté à la même mission que lui quelques mois auparavant, a mystérieusement disparu. Un film d'une durée relativement longue et qui vaut donc à son actrice principale portugaise, Cleo Diarra, le prix de la meilleure actrice d'Un certain regard. Et enfin, dernier prix remis par le jury de Molly Manning Walker, le prix du meilleur scénario qui revient lui à Pillion de Harry Lighton, un autre premier film qui a fait beaucoup parler de lui sur la croisette puisqu'il s'agit d'une romance queer SM entre Alexander Skarsgård qui joue un biker dominateur et Harry Melling qui joue lui un jeune homme timide et introverti qui devient son soumis. Un film à la fois drôle et touchant qui a donc provoqué beaucoup de réactions sur la croisette, réactions très positives qui viennent le couronner de ce prix du meilleur scénario. Un palmarès, Un certain regard, comme vous pouvez le voir, qui est donc très éclectique, qui a récompensé des films de différentes nationalités. Un palmarès surtout marqué donc par plusieurs premiers films récompensés, les lauréats du meilleur scénario et du prix Un certain regard, ce qui confirme la très bonne tenue des premières œuvres dans cette sélection 2025. On passe désormais à la compétition officielle et au palmarès donc le plus médiatisé, mais commençons d'abord par les courts-métrages et la Ciné-Fondation, un jury qui était présidé par Maren Ade, la réalisatrice allemande que nous avions vue
en compétition avec Tony Erdmann il y a quelques années, qui présidait donc ce jury de la Ciné-Fondation et des courts-métrages, qui a récompensé pour la Ciné-Fondation par le premier prix First Summer de Eo Ga-young, représentante de la CAFA, École de cinéma de Corée du Sud. Le second prix est lui revenu à 12 Moments Before the Flag Raising Ceremony de Ku Jizheng, représentant de la Beijing Film Academy de Chine. Et le troisième prix ex aequo a été décerné à Ginger Boy de Miki Tanaka, représentante de Enbu Seminar, école japonaise, et à Winter in March de Natalia Mirzoyan, représentante de l'Estonian Academy of Arts d'Estonie, comme son nom l'indique. Félicitations aux lauréats de la Ciné-Fondation, qui, je le rappelle, est une compétition composée de films de fin d'études d'étudiants et étudiantes en cinéma du monde entier. La compétition officielle des courts-métrages est venue, elle, récompenser d'une mention spéciale le film Ali de Adnan Al-Rajiv, un court-métrage de 15 minutes qui s'intéresse au parcours d'un adolescent inscrit à un concours de chant dans l'espoir de partir vivre en ville. La Palme d'Or du court-métrage a, elle, été décernée au film I'm Glad You're Dead Now de Taufik Barom. Taufik Barom, réalisateur donc de ce court-métrage, mais qui est également un acteur que nous avions découvert dans Les Fantômes de Jonathan Millet, plus tôt cette année. I'm Glad You're Dead Now est un film qui se concentre sur l'histoire de deux frères qui retournent sur l'île de leur enfance. Des secrets enfouis depuis longtemps les obligent à affronter un passé sombre qui les lie l'un à l'autre. Il s'agit d'un film palestinien coproduit par la France et la Grèce, écrit et réalisé par Taufik Barom, et dans lequel il interprète un des deux rôles principaux aux côtés de son frère. J'ai beaucoup parlé de premiers films jusqu'ici et comment ne pas évoquer donc la Caméra d'Or qui vient récompenser le meilleur premier film, toutes sections confondues, c'est-à-dire et section officielle et sélection parallèle. Le jury de la Caméra d'Or était présidé cette année par la cinéaste italienne Alice Rohrwacher et elle a décidé de décerner une mention spéciale au film My Father's Shadow, récit semi-autobiographique qui se déroule sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993, où un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l'immense ville alors que des troubles politiques menacent. Un film réalisé par Akinola Davies et un film qui était présenté dans la section Un certain regard. Il s'agit là d'un petit événement en soi puisque c'est le premier film nigérian à être sélectionné à Cannes. Et il est donc récompensé ici d'une mention spéciale de la Caméra d'Or. La Caméra d'Or elle-même ayant été remise, je vous en ai déjà parlé précédemment, car il a été lauréat du choix du public de la quinzaine des cinéastes. Il s'agit bien sûr du film President's Cake de Hassan Hadi, film irakien, premier film irakien, là aussi, à être présenté à Cannes. Je vous le rappelle, c'est un film qui se déroule dans l'Irak de Saddam Hussein, où une jeune fille de 9 ans, Lamia, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l'anniversaire du président. Sa quête d'ingrédients, accompagnée de son ami Saïd, bouleverse son quotidien. Encore un film centré sur l'enfance, avec une jeune interprète. Un film qui a donc touché le public de la quinzaine des cinéastes, mais également le jury de la Caméra d'Or, avec laquelle il repart. Passons désormais au palmarès de la compétition officielle de ce 78e festival de Cannes. Mais avant de rentrer dans les détails des prix remis par le jury présidé par Juliette Binoche, revenons d'abord sur de nombreux prix qui sont décernés en marge de cette compétition officielle aux films de la compétition, des prix parmi lesquels le prix de la citoyenneté, qui récompense un cinéma citoyen et humaniste chaque année lors du Festival de Cannes. Il distingue un film de la sélection officielle qui porte un regard éclairé sur notre société et incarne des valeurs de solidarité, de justice et d'humanisme. C'est un prix indépendant qui vient célébrer un cinéma engagé, nourrissant la réflexion, inspirant le changement. Cette année, son jury était présidé par le cinéaste franco-belge Lucas Belvaux et il a décerné son prix à Un simple accident de Jafar Panahi. Autre prix indépendant remis aux films de la sélection officielle, les prix AFCAE, j'ai nommé l'Association française des cinémas d'art et essai. Il s'agit donc d'un comité d'exploitants qui remet un prix
un film de la compétition. Cette année, il a été décerné au film L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho, une mention spéciale du jury ayant été décernée au film Sirat de Oliver Lax. Je crois d'ailleurs que cela se prononce Oliver Lache. Désolé pour avoir écorché son nom de famille jusqu'ici. Autre prix remporté par Sirat d'Oliver Lache, le prix Cannes Soundtrack qui vient récompenser la meilleure bande originale de film parmi les films de la compétition officielle, prix qui a été remis au compositeur Kang Ding Ray pour sa bande originale techno qui a bousculé plus d'un festivalier dans le Grand Palais Lumière et fait vibrer les murs lors de la projection officielle du film, qui, je vous le rappelle, se concentre sur une bande de ravers qui vont faire des rave parties dans le désert, et plus particulièrement sur Sergi Lopez, qui est un père en recherche de sa fille disparue et qui les suit dans leur pérégrination. Encore un autre prix indépendant remis chaque année aux films de la sélection officielle, le prix du jury œcuménique, dont le jury est composé de chrétiens engagés dans le monde du cinéma, journalistes, réalisateurs et enseignants. Cette année, ce prix a été décerné au film Jeune mère de Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui a également remporté 2 autres prix indépendants. Le prix du cinéma positif, qui vient, comme son nom l'indique, récompenser un film positif, avec un regard positif sur le monde, et le prix Ecoprod, qui vient récompenser, lui, un film qui a été produit selon les normes écologiques, c'est-à-dire éco-conçu, qui a donc veillé à son impact environnemental lors de sa création. Jury qui était présidé par la cinéaste Karine Tardieu cette année. Passons au dernier prix indépendant avant de s'attaquer au palmarès officiel. Le prix FIPRECI de la critique internationale, donc, qui vient récompenser un film de la section Un certain regard, dont j'ai oublié de parler, qui a été remis à Urchin de Harris Dickinson, et le prix FIPRECI de la compétition officielle a lui été remis au film L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho. Film qui avait par ailleurs effectivement reçu un accueil critique très chaleureux et était l'un des prétendants principaux à la Palme d'Or. Intéressons-nous maintenant au palmarès de la compétition officielle de cette 78e édition du Festival de Cannes, une compétition dont le jury était présidé par l'actrice française Juliette Binoche, un palmarès qui a été jugé équilibré, prévisible, cohérent, puissant, politique, de nombreux qualificatifs donc. Ce qu'on peut retenir sur un palmarès cannois, c'est que de toute façon, personne n'est jamais content, mais on peut au moins reconnaître le souci de la cohérence au jury présidé par Juliette Binoche cette année, puisque les principaux films qui avaient été salués par la critique lors de ces journées de compétition ont tous été récompensés d'un prix. On commence donc par un prix spécial du jury, décerné par Juliette Binoche elle-même, et ce prix spécial revient au film Résurrection de Bigan, dont je vous avais parlé, un ajout assez tardif en compétition, une semaine avant le début des festivités. Film longuement attendu, précédé d'une réputation excellente. Je vous rappelle que Bigan était le cinéaste qui avait signé Un long voyage vers la nuit, film qui avait été présenté en section Un certain regard il y a maintenant presque 8 ans, je crois, et qui avait été très remarqué, notamment pour sa maîtrise formelle. Il comportait un long plan séquence de 55 minutes en 3D, qui était une véritable prouesse technique. Cette année, Bigan revient avec Résurrection, dans lequel il reproduit des exploits techniques et formels absolument ahurissants. Le film traverse 100 ans d'histoire du cinéma et lui rend hommage, mais il lui a été reproché, à travers ces 4 chapitres, d'être un peu confus, de manquer peut-être de cohérence, de lien, et d'être au final assez inégal. Un film hors norme, un film ovni, mais qui parfois peut-être a été jugé trop hermétique. Néanmoins, un film clivant qui n'a pas laissé les critiques ni les spectateurs indifférents, et pas le jury lui-même non plus, puisque lors de la conférence de presse qui a suivi le palmarès, Juliette Binoche est revenue sur la création de ce prix spécial. Elle dit avoir été bouleversée, voire même renversée par ce film, qui est complètement hors norme,
qu'il était donc difficile de juger par rapport aux autres films. Je pense, mon analyse personnelle est que c'était la palme ou rien. Visiblement, Juliette Binoche, qui a été très touchée par ce film, n'a pas été suivie par le jury. Elle a donc demandé la création de ce prix spécial, avec l'accord bien entendu des membres de son jury. Et ce prix spécial donc qui a été décerné à Résurrection de Bigan, un prix spécial pour récompenser un film spécial. Voilà déjà une première cohérence que l'on peut souligner. Et puis il vaut toujours mieux revenir avec un prix spécial plutôt que de revenir bredouille. Un prix spécial qui renforce personnellement mon désir de découvrir ce film, qui a l'air encore une fois d'être un véritable tour de force formel et qui m'intrigue à bien des égards. On était en droit d'attendre, vu les retours critiques, Résurrection de Bigan a une place un peu plus haute dans le palmarès. Il était un fort prétendant pour le prix de la mise en scène ou même pour la Palme d'Or. Ceci dit, nous avons donc hâte désormais de découvrir son long métrage en salle. Il n'est pour l'instant pas daté par son distributeur français, Les Films du Losange, donc il faudra se montrer patient. Il le sortira très probablement à l'automne prochain, comme la plupart des films cannois. Poursuivons avec le prix du scénario qui vient récompenser cette année Jean-Pierre et Luc Dardenne, les cinéastes belges qui ont signé Jeune Mère. Une nouvelle récompense pour les frères Dardenne, donc, des habitués de la sélection et de la compétition, ce qui a été maintes fois reproché à Thierry Frémaux, qui prend maintenant les devants lors des conférences de presse et de ses différentes interviews pour dire qu'il suit l'œuvre de ces cinéastes et les accompagne, qu'il ne va donc pas se priver de les présenter en compétition lorsque leurs films sont bons. Jeune Mère qui, je vous l'ai dit même précédemment, a remporté de nombreux prix indépendants parallèles à cette compétition, prix du cinéma positif, prix du jury œcuménique, prix Ecoprod. Cependant, ce nouveau prix du scénario à Jean-Pierre et Luc Dardenne questionne un petit peu puisqu'il s'agit de leur 9e récompense à Cannes, dont 7 qui leur ont été décernées personnellement, les 2 autres ayant été remises à leurs comédiens. Loin de moi l'idée de juger du contenu et de la force de ce nouvel opus puisque je ne l'ai pas encore vu, bien qu'il soit sorti en salle en même temps que sa présentation à Cannes. Néanmoins, l'on a l'impression tout de même que les frères Dardenne ont une carte de fidélité cannoise, puisque à chaque fois qu'ils sont présentés en compétition, ils repartent systématiquement ou presque avec un prix. S'il existe une carte de fidélité à Cannes, vu que c'est leur 9e prix, j'imagine que le 10e sera lui aussi garanti pour la prochaine fois. En attendant, ce Jeune Mère, donc, qui avait révélé 5 actrices non professionnelles, est venu être récompensé du prix du scénario au final. Un film qui a touché les spectateurs cannois, ainsi que les critiques qui ont salué son propos. Un film sur la maternité, désirée ou non, et sur les maisons maternelles qui accompagnent ces jeunes mères dans leur parcours de grossesse ou dans leur premier pas de mère. Un film social et naturaliste, à la caméra portée nerveuse, comme souvent chez les frères Dardenne, ce qui constitue leur signature. Et un film donc aux propos puissants qui se voit récompensé du prix du scénario et succède ainsi, contraste assez important oblige au The Substance de Coralie Farja qui l'avait remporté l'année dernière. Le prix d'interprétation masculine, lui, a été décerné cette année à Wagner Moura, l'acteur principal de L'Agent secret, réalisé par Kleber Mendoza Filho. Un prix assez inattendu, certaines rumeurs tournaient autour de la potentialité de récompense de cet acteur dans le film de Kleber Mendoza Filho, mais l'Agent secret était attendu à des plus hauts niveaux dans la compétition. Il a longtemps été, pour les critiques en tout cas internationaux, un des prétendants favoris pour la Palme d'Or, qu'il n'a donc pas remporté, mais nous y reviendrons. Pour rappel, il s'agit d'un thriller-drame de 2h40 qui se déroule en 1977 au Brésil, dans la ville de Recife, qui est tourmentée par la dictature militaire, où Marcello, interprété donc par Wagner Moura, un homme d'une quarantaine d'années qui fuit un passé trouble, espère construire une nouvelle vie et renouer avec sa famille, sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. Un film éminemment politique qui s'intéresse au régime dictatorial dont le Brésil a fait les frais dans les années 70, mais un film d'une grande maîtrise formelle qui a été unanimement salué. Je vous rappelle qu'il a remporté aussi le prix FIPRECI de la critique internationale, ce qui montrait bien qu'il était un des favoris à la Palme d'Or et un des films les mieux notés dans les tableaux critiques. Un film qui a beaucoup enthousiasmé également les spectateurs cannois, un film d'une grande maîtrise qui a valu, nous pouvons casser le suspense, également un autre prix à son auteur,
le prix de la mise en scène donc pour Kleber Mendonça Filho, qui vient donc couronner une suite logique par rapport à la réception critique et publique du film lors de la compétition. Ce double prix interroge forcément puisque l'on se dit que s'il reçoit le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine, il s'agissait bel et bien là d'un des 3 grands favoris pour la Palme d'Or. Il n'y avait évidemment pas de la place pour tout le monde et c'est une manière de montrer qu'il s'agissait là, au regard du jury, d'un des meilleurs films de la compétition. En tout cas, c'est mon analyse. Je me réjouis personnellement de voir Kleber Mendonça Filho remporter ce prix de la mise en scène puisque j'avais particulièrement apprécié un de ses films précédents présentés en compétition à Cannes, j'ai nommé Aquarius, qui présentait déjà des qualités évidentes d'interprétation, donc de direction d'acteur et de mise en scène, qui viennent donc d'être confirmées par cette grande fresque historique qu'est L'Agent secret. Le prix d'interprétation féminine a lui été remporté par l'actrice Nadia Meliti, rôle principal dans La Petite Dernière, réalisée par Avzia Herzi. Là aussi, ce n'était pas une très grande surprise puisque les rumeurs cannoises n'avaient cessé d'enfler tout au long de cette quinzaine. Nadia Meliti, qui n'est à l'origine pas actrice, qui se voit ici endosser son premier rôle et qui a été qualifiée maintes fois par le public et par les critiques cannois de bouleversante dans son rôle de jeune musulmane qui découvre son homosexualité. Un rôle intense, un rôle qui lui a valu donc ce prix d'interprétation féminine qui lance sans conteste la carrière de Nadia Meliti, qui devient de fait une des principales candidates au César de la révélation féminine l'année prochaine. Notons par ailleurs que ce prix, remporté par le film d'Avzia Herzi, le prix d'interprétation féminine, est le seul prix remporté par les films français présentés en compétition cette année, puisque les films de Dominique Moll, Dossier 137, et le film Alpha de Julia Ducournau sont tous deux repartis bredouille. Passons maintenant au prix du jury qui a été décerné de manière équitable entre 2 films. Prix du jury qui récompense souvent de jeunes cinéastes qui font leur entrée en compétition et cette année n'a pas dérogé à la règle puisque le prix a été décerné ex aequo à Sirat d'Oliver Lachet et à Sound of Falling de Masha Schilinski. Donc je reviens sur chacun de ces 2 films. Sirat d'Oliver Lachet, cinéaste franco-espagnol qui met en scène Sergi Lopez, donc père à la recherche de sa fille, qui traverse le désert marocain et rencontre dans sa quête un groupe de ravers qui font la fête dans le désert. Sur toile de fond de guerre et de potentielle fin du monde, se déroule une sorte de quête existentielle dans le désert, accablé par la chaleur et les menaces qui guettent. Un film qui a été particulièrement bien accueilli à Cannes et qui a secoué la Croisette et les festivaliers. Projeté en début de compétition, le film Sirat a été longtemps sur les lèvres comme un des favoris de cette compétition. Et on l'a vu, il a remporté plusieurs prix indépendamment de la compétition, mais il repart donc couronné de ce prix du jury ex aequo, un film d'une grande intensité formelle. Oliver Lachet, qui, rappelons-le, est un habitué de Cannes. Il est né même à Cannes, puisqu'il avait remporté le Grand Prix de la Semaine de la Critique pour Mimosa, La Voix de l'Atlas, puis avait remporté un prix à la quinzaine des réalisateurs avec son film suivant, puis le prix de la mise en scène Un certain regard avec Viendra le feu, et enfin, il fait son entrée en compétition cette année et repart avec le prix du jury, donc un parcours sans faute pour ce cinéaste qui sera indéniablement encore plus à suivre de près. Ce prix du jury donc décerné ex aequo à Sound of Falling de Masha Schilinski, cinéaste allemande, qui signe là son second long métrage, un film qui avait été précédé d'une rumeur très insistante et très positive avant sa sélection en compétition et qui confirme là donc son statut puisqu'il repart avec le prix du jury. Un film qui, je vous le rappelle, se déroule dans un lieu unique, une ferme de la campagne allemande et qui se concentre sur l'histoire de 4 femmes à travers 4 époques différentes. Un film là aussi où la maîtrise formelle de mise en scène a été largement mise en avant dans les critiques que j'ai pu lire, comparé maintes fois au cinéma de Michael Haneke, qui est un double palmé. En tout cas, des débuts cannois très prometteurs pour Masha Schilinski, avec donc Sound of Falling, un film qui sortira plus tard dans l'année sur nos écrans, qui n'est pas encore daté,
J'en profite d'ailleurs, j'ai oublié de le dire précédemment, que L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho sortira dans nos salles le 14 janvier 2026. Il faudra donc faire preuve de pas mal de patience pour le découvrir, alors que le prix du jury dont je parlais précédemment, Sirat d'Oliver Lache, lui sortira en salle le 3 septembre 2025. On poursuit l'exploration de ce palmarès cannois avec le Grand Prix qui a été remis par Coralie Farja, donc lauréate du prix du scénario pour The Substance l'année dernière. Grand Prix qui lui a été décerné au cinéaste norvégien Joachim Trier pour son film Valeur sentimentale, Sentimental Value, film qui a fait beaucoup de bruit sur La Croisette, qui est un drame familial à la croisée des cinémas de Bergman et de l'œuvre de Tchekhov, une grande fresque familiale donc, et aussi une mise en abîme sur le cinéma, puisque cette histoire, ce récit se concentre sur un réalisateur connu incarné par Stellan Skarsgård et ses filles, avec lesquelles il n'entretient pas de très bons rapports, filles dont l'une d'entre elles est incarnée par Renate Reinsve et qui est actrice dans le film également, qui refuse un rôle que lui propose son père dans une fiction plus ou moins autobiographique. Il va donc chercher une actrice hollywoodienne pour incarner ce rôle, actrice hollywoodienne incarnée par Elle Fanning. Un film très maîtrisé, très touchant, qui a beaucoup bouleversé, un grand drame familial sur le cinéma, sur l'art comme moyen de communication entre les êtres et notamment au sein d'une famille, lorsque les mots ne suffisent plus. Un très beau film, donc j'ai très hâte de découvrir et qui sortira dans nos salles le 20 août 2025. Il faudra patienter donc un petit peu, mais pas tant que ça, quelques mois seulement pour pouvoir découvrir ce nouveau film de Joachim Trier, qui a été unanimement salué par la critique par ailleurs comme étant son meilleur film à ce jour. Voilà qui renforce l'envie de le découvrir. On termine évidemment cette présentation du palmarès cannois par la Palme d'Or, décerné cette année à Un simple accident de Jafar Panahi. Film dont, je vous le rappelle, nous ne savions pas grand-chose avant sa présentation en compétition, puisque Jafar Panahi avait désiré garder le mystère autour de son récit. Nous savons donc désormais de quoi parle ce film. Il s'agit donc d'un récit autour d'un accident qui provoque une réaction en chaîne et qui croise le destin de plusieurs personnes en Iran qui ont un point commun, celle d'avoir été emprisonnées et torturées par une même personne qu'ils pensent reconnaître. Un film très politique donc, et un film tourné clandestinement. Pour vous donner quelques éléments de contexte, Un simple accident est le 11e long métrage de Jafar Panahi. Il n'avait pas pu assister aux précédentes présentations de ses films à Cannes et dans d'autres festivals. Cela fait 15 ans qu'il n'avait pas pu se rendre à Cannes en personne. Sa présence était donc un événement. Il était affublé d'une interdiction de quitter le territoire iranien et avait été emprisonné à 2 reprises dans son pays. 2 expériences traumatiques qui lui ont fourni la matière de son film. Lors de sa première incarcération, Jafar Panahi était à l'isolement et subissait interrogatoire sur interrogatoire, avec les yeux bandés, parfois 8 heures d'affilée. Il est devenu ainsi obsédé par la voix de son geôlier. On a tiré le fil conducteur de son film, Un simple accident. Lors de sa 2e incarcération, pendant 7 mois, il était avec d'autres prisonniers, certains qui étaient enfermés là depuis une éternité, et il s'est nourri de l'histoire de ces derniers, se sentit ensuite poussé à tourner pour eux son film qui attaque frontalement le régime et sa politique de sévices. Une palme qui vient donc couronner la carrière très prolifique et très prestigieuse d'un auteur internationalement reconnu, puisque Jafar Panahi a réalisé ni plus ni moins qu'un grand chelem des grands festivals internationaux. Il avait ainsi remporté le Lion d'Or à Venise avec Le Cercle, l'Ours d'Or à Berlin avec Taxi Téhéran, le Léopard d'Or en 1997 pour Le Miroir, et il remporte maintenant la Palme d'Or à Cannes, avec Un simple accident, après avoir remporté le prix du scénario pour 3 visages, décerné par Cate Blanchett, présidente du jury cette année-là, à Cannes. Une palme d'or logique, méritée, pour un film qui dénonce la violence et qui prône la tendresse et le pardon. Un film d'une grande humanité qui a été maintes fois salué et érigé en candidat favori pour la Palme d'Or. Logique également, puisque nous savions que Juliette Binoche était une ardente défenseuse du cinéma de Jafar Panahi et avait beaucoup milité pour sa libération lors de ses emprisonnements. Il me semble aussi logique cette année que le palmarès, et notamment la Palme d'Or, ait une dimension particulièrement politique, étant donné l'activité géopolitique
politique assez sombre qui secoue le monde actuellement. Cannes a toujours été un festival engagé. Cannes qui est un festival dont la compétition a toujours fourni le portrait d'un certain état du monde. Une palme donc politique, mais pas uniquement, une palme artistique aussi très forte et qui, je pense, sera un grand succès public en salle. Lors de sa sortie, vous pourrez donc découvrir cette palme d'or exceptionnelle en salle dès le 10 septembre 2025. Voilà qui conclut notre tour du palmarès 2025 de Cannes. Que pouvons-nous en retenir? Pour conclure, peut-être revenir sur certains films qui ont été très remarqués des critiques et du public, mais qui ne figurent pas au palmarès. On peut donc considérer que ce sont les grands oubliés de cette compétition. Je pense notamment à Renoir de Chie Hayakawa, cinéaste japonaise, qui avait été très remarqué, un récit poétique à hauteur d'enfant, et notamment sa jeune interprète avait été remarquée. Absence aussi assez notoire de Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui, de l'avis de beaucoup de critiques, aurait fait un flamboyant film d'ouverture et dont le scénario ou l'interprète principal Guillaume Marbeck, qui incarne Jean-Luc Godard, aurait pu se voir récompensé. Autre film qui a fait beaucoup de bruit, The Mastermind de Kelly Reichardt, dernier film à avoir été présenté en compétition et qui avait notamment mis en avant le talent qui n'est plus à présenter de Josh O'Connor, qui était un prétendant assez sérieux au prix d'interprétation masculine, lui également, mais qui repart bredouille. Et enfin, le Romeria de Carla Simón, jeune cinéaste espagnole, avait emporté beaucoup d'éloges du public et des critiques lors de cette édition. Nous nous attendions à le voir au palmarès, relativement haut, voire peut-être même au niveau d'une palme, et il repart bredouille lui aussi. J'avais prédit qu'il partagerait le prix du jury avec Oliver Lache. Bon, il s'avère que c'est Maria Schlinky et Sound of Falling qui le partagent, mais comme quoi j'avais eu un petit peu de nez sur le fait que ce prix du jury récompense souvent des auteurs primo entrant en compétition et qui ont des propositions formelles fortes. Que retenir de cette compétition sinon? Peut-être aussi quelques thèmes majeurs qui l'ont traversé de part en part à travers tous les films qui la composaient. Je pense au thème de l'addiction, et notamment de l'addiction aux drogues, qui est moult fois revenu. L'épidémie de sida a également été un des thèmes qui a traversé beaucoup d'œuvres, que ce soit en compétition ou dans les sections parallèles. On pense également au récit queer, avec la petite dernière, The History of Sound, Enzo, Love Me Tender, Pillion, Le mystérieux regard du flamant rose qui a remporté la compétition Un certain regard. Beaucoup de films à hauteur d'enfant aussi cette année, notamment beaucoup de films récompensés qui relatent beaucoup des relations avec des mères, une maternité qui a été présentée sous des jours parfois plutôt sombres. On pense au Die My Love de Lynn Ramsay, lui aussi reparti bredouille et qui a beaucoup clivé, mais aussi au Alpha de Julia Ducournau, à Jeune mère des frères Dardenne, à l'Aventura de Sophie Le Tourneur qui ouvrait la sélection acide, et aussi à Woman and Child de Saïd Roustahi. Le western aussi a marqué son grand retour dans le cinéma contemporain avec Eddington de Harry Astor, Testa o Croce, Heads or Tails, pile ou face, compétition Un certain regard, Le mystérieux regard du flamant rose une nouvelle fois. Le western fait son grand retour, peut-être en verrons-nous fleurir d'autres dans les prochains mois ou les prochaines années. Ce qui marque, c'est quand même l'arrivée de nouvelles cinématographies mondiales, un premier film irakien, un premier film nigérian présenté à Cannes et qui repartent lauréats. Beaucoup de films politiques également cette année qui donc reflètent un certain état du monde, comme je l'évoquais précédemment. Cannes reste un festival de cinéma engagé, ouvert sur le monde, ouvert sur toutes les cinématographies et riche de sa diversité, que ce soit de récits ou de formes. Il l'a encore une nouvelle fois prouvé cette année et cela augure, je l'espère, de bonnes surprises pour les éditions à venir, notamment sur l'émergence de nombreux nouveaux auteurs, beaucoup de premiers films, de premières œuvres qui ont été présentés et unanimement salués tant par le public que par la critique lors de cette 78e édition. Voilà qui augure de belles promesses pour l'avenir.
C'est la fin de cet épisode spécial numéro 2 consacré au débriefing du palmarès du 78e Festival de Cannes. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre écoute. Je vais quand même vous faire une petite recommandation avant de vous quitter. Et cette recommandation, elle est simple. Allez découvrir les films présentés à Cannes et pas seulement les lauréats, mais aussi les autres qui fourmillent de plein de richesses, tant formelles que narratives. N'hésitez pas donc à vous rendre en salle pour soutenir leurs auteurs, à soutenir le cinéma et faire vivre l'art à son plus haut niveau. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute où vous avez pu en prendre connaissance, mais également de le partager à vos amis, votre famille, à tous les cinéphiles de votre entourage. Cela, bien sûr, a un impact très fort sur la visibilité du podcast et me permet donc de vous proposer plus d'émissions et des émissions avec d'autres invités. Cela permet donc une plus grande longévité et une plus grande visibilité du podcast. Et comme vous le savez, il y en a beaucoup, il est donc difficile de se démarquer. N'hésitez pas à me soutenir. Merci encore pour votre fidélité et votre écoute. On se retrouve dans quelques jours pour le 6e épisode de Réel, reprise normale du cours des activités où je recevrai le cinéaste Julien Guetta pour une conversation autour de la mise en scène et de ses œuvres. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao.